un écho-doppler de poche. Donc, un écho-doppler de poche qu'on utilise pour prendre la pression systolique au niveau de la cheville, puisqu'on ne pourra pas la prendre avec un brassard normal, c'est pas la même anatomie. Donc on utilisera ce type de brassard pour prendre la pression au niveau de la cheville droite et gauche, bien évidemment. Alors, je vais vous montrer une vidéo et vous allez voir comment on le fait donc, sur le plan pratique. On va parler donc après. Le brassard a donc été positionné à la cheville. On met une noisette de gel qui permet la conduction des ultrasons. La sonde va être positionnée ici en regard de l'artère tibiale postérieure avec un angle de 45 degrés par rapport à la peau. On gonfle le brassard. Disparition du signal. On dégonfle le brassard. La réapparition du signal donne la pression systolique. Très bien, donc vous avez vu comment on fait pour prendre la pression systolique au niveau de la cheville. Il faut savoir qu'une fois qu'on a pris donc cette pression systolique au niveau de la cheville, on doit la prendre donc à droite et à gauche. Alors, l'EPS, c'est le rapport entre la pression systolique de la cheville, c'est-à-dire la pression systolique du membre supérieur la plus élevée. Donc, on prendra la pression droite ou gauche, celle qu'on trouve la plus élevée. Normalement, à l'état normal, la pression systolique au niveau de la cheville et au niveau du membre supérieur est la même. Donc, si on fait un rapport, donc obligatoirement, on va trouver un chiffre qui est égal à 1. Par contre, s'il y a une sténose ou s'il y a une occlusion d'une artère du membre inférieur, automatiquement, la pression au niveau du membre inférieur, elle sera basse. Donc, si on fait ce rapport-là, on va tomber donc, sur un chiffre qui est inférieur à 1. Donc, on parle d'hémodynamique normale lorsqu'on a un index de pression systolique entre 0,9 et 1,3. On parle d'artériopathie oblitérante du membre inférieur lorsqu'on a un EPS moins de 0,9, bien compensé entre 0,75 et 0,9, peu compensé entre 0,4 et 0,75 et sévère moins de 0,4. Alors, et pour les patients avec un index de pression systolique supérieur à 1,3, là, pour ces patients-là, on ne pourra pas trancher. Pourquoi? Parce que souvent, ces patients-là avec un index pareil ont des artères calcifiées, ce qu'on appelle la médiacalcose. Ça se voit chez le patient diabétique, le patient âgé, le patient aussi en insuffisance rénale ou bien le patient dialysé. Qu'est-ce qu'on fait donc à ces patients pour avoir la certitude de l'artériopathie oblitérante du membre inférieur? Donc, on fera un autre examen qui ressemble à un index de pression systolique pris au niveau de la cheville, mais cette fois-ci, on ne va pas le prendre au niveau de la cheville, on va le prendre au niveau du gros orteil, ce qu'on appelle l'index de pression au gros orteil. Alors, c'est le même principe, donc on mettra un petit brassard adapté donc, au gros orteil. On va essayer donc avec le doppler de poche qu'on avait tout à l'heure, donc à chercher le pouls au niveau du gros orteil et on prendra donc une pression systolique à ce niveau-là. Même chose que ce que vous avez donc tout à l'heure, c'est la vidéo. Et puis on va diviser donc cette pression, c'est la pression qu'on trouve au membre supérieur. Si le rapport est inférieur ou égal à 0,7, on pourra parler dans ce cas-là d'artériopathie oblitérante du membre inférieur. Donc, on va revenir à notre cas clinique. Rappelez-vous, donc le fameux patient avec un gorge d'effort et un pouls abouli, mais qui n'avait pas de symptômes. Donc, on l'a traité par rapport à son angine de poitrine, bien évidemment. Donc, il s'est amélioré sur le plan clinique par rapport à l'angine de poitrine. Et du coup, donc, le patient, donc, on lui a conseillé de faire du sport. Il a commencé à marcher. Le problème, c'est qu'il revient un mois après, il nous a dit que voilà, donc malgré les médicaments, il se plaint donc d'une douleur au niveau du mollet. Alors, il nous a dit que cette douleur-là, elle est un type de crampe, elle ressemble à une crampe, et qu'il est obligé d'arrêter donc la marche.
Alors, ma question dans ce cas-là, quel est votre diagnostic? Alors, je crois que c'est tout le monde qui va me répondre qu'il s'agit d'une artériopathie oblitéral du membre inférieur symptomatique dans ce cas-là, puisqu'il se plaint d'une claudication intermittente. La claudication intermittente, donc, on a vu donc, chez ce patient-là, donc, généralement, c'est une douleur à type de crampe au niveau du mollet, et elle est largement suffisante pour poser le diagnostic d'AOMI symptomatique. Il faut savoir que ce tableau clinique est aussi moins fréquent que le tableau asymptomatique, hein, on peut la retrouver chez à peu près 45% du patient. Théoriquement, la claudication est définie comme une fatigue, un inconfort ou une douleur. Elle apparaît dans un groupe musculaire parce qu'elle peut concerner aussi donc, la cuisse, les jambes, donc les pieds. Donc il n'y a pas que le mollet qui peut être touché. Il faut savoir aussi que parfois, les patients peuvent se plaindre d'une douleur donc atypique, comme l'angine de poitrine. Donc, l'angine de poitrine, il y a l'angine de poitrine angineuse stable, il y a aussi des équivalents donc, qui sont atypiques. La même chose pour la claudication intermittente. Il faut savoir aussi qu'elle oblige le patient à s'arrêter, ça on l'a déjà dit, donc elle peut être localisée au niveau du pied, la cuisse, la hanche, et qu'il faut savoir aussi qu'elle cède à l'arrêt de l'effort. Et dernier point, la claudication intermittente, ou ce qu'on appelle l'ischémie d'effort, n'est pas une urgence. Donc, l'examen clinique, on va pas s'étaler sur ça puisqu'on l'a déjà fait. Donc, vous devez donc faire un examen cardiaque et un examen vasculaire complet. Et il faut donc faire la part des choses. Donc, il y a des diagnostics différentiels donc à éliminer. Il y a certains patients donc avec des problèmes vasculaires qui peuvent donner, on peut avoir donc un semblant de claudication intermittente, notamment les patients donc avec une thrombophilie, avec plutôt donc une insuffisance veineuse chronique ou une thrombophilie, ils peuvent avoir donc un semblant de claudication intermittente. Certaines pathologies rhumatologiques comme l'arthrose de la hanche, du genou, de la cheville, donc peuvent donner un équivalent de claudication intermittente. Et aussi, le canal lombaire étroit ou bien certains sciatalgies peuvent donner donc des problèmes qui ressemblent un peu à la claudication intermittente artérielle. Donc, nous avons vu que l'artériopathie oblitéral du membre inférieur est en rapport avec une diminution de calibre des artères du membre inférieur. Nous avons vu qu'elle peut être symptomatique ou asymptomatique. Nous avons vu aussi que l'étiologie principale est la pérosclérose. Et nous avons vu aussi que le diagnostic, on pourra le faire facilement en se donc, basant sur la clinique et la mesure de l'index de pression systolique. Alors, dans un premier temps, vous avez aussi, dans un premier temps, il n'y a pas de souffrance viscérale, puis par la suite, on peut avoir donc une claudication ou une douleur donc à l'effort, et puis dans un stade ultime, si le patient n'est pas pris en charge, on peut donc aller vers carrément donc une ischémie critique de ce membre-là, et le risque d'amputation est très très important. Donc, théoriquement ou schématiquement, on peut classer l'artériopathie oblitéral du membre inférieur en 3 situations. Donc, le stade asymptomatique, le stade d'ischémie d'effort et le stade d'ischémie de repos qu'on va faire par la suite. Il faut faire la part des choses. Donc, là, on parle donc d'artériopathie oblitéral du membre inférieur. L'ischémie est une entité à part qui est principalement liée à des processus cardio-emboliques. Donc, ça n'a rien à voir avec l'artériopathie oblitéral du membre inférieur, donc on fera ça vers la fin. Alors, il y en a plusieurs classifications qui ont essayé de classer les artériopathies oblitérales du membre inférieur. Il y a la classification des anglo-saxons de Redford. Vous avez la classification de Lurich et Fontaine, que je pense que vous la connaissez, c'est la plus ancienne. C'est une classification clinique qui classe les patients en 4 stades. Le stade asymptomatique, le stade de claudication intermittente, qui est le stade 2. Le stade 3, c'est lorsqu'on a les douleurs du décubitus. Et le stade 4, c'est lorsqu'on a des troubles trophiques. Donc voilà, donc c'est une classification clinique. Mais actuellement, la tendance, c'est plutôt, on a tendance à utiliser cette classification. Donc c'est plutôt les chirurgiens qui utilisent donc cette classification et classent l'artériopathie oblitéral du membre inférieur en 3 stades. Le stade asymptomatique, le stade d'ischémie d'effort et le stade d'ischémie de repos.
La particularité de cette classification, c'est une classification clinique hémodynamique. Et vous allez voir, on va voir donc par la suite, lorsqu'on fait l'esquive de repos, comment on va faire la preuve hémodynamique. Et c'est pour ça que cette classification est plus intéressante pour le chirurgien, pour les indications donc, opératoires par rapport aux autres classifications, comme la classification de Lorich et Fontaine. On revient à notre cas clinique. Donc, le patient qui est revenu donc, un mois après pour claudication intermittente, voilà sa pression artérielle, elle est de 140-80 mm de mercure. Et on a pris donc la pression au niveau de la cheville gauche, on a trouvé, au niveau de la tibiale postérieure gauche, on a trouvé 140. Et au niveau de la tibiale postérieure droite, on a trouvé 90 mm de mercure. Ma question là, calculer l'index de pression systolique de ce patient. Rappelez-vous que l'index de pression systolique, c'est le rapport entre la pression systolique de la cheville et la pression systolique humérale. Donc, si on va s'amuser à le calculer ici, à gauche, donc on va diviser 140, regardez ici, donc c'est 140 sur 140, donc à gauche, l'index de pression systolique est égal à 1, c'est normal. À droite, si on s'amuse à diviser 90 sur 140, on va trouver 0,64, donc c'est en faveur d'une artériopathie oblitérante du membre inférieur. Si on va voir donc l'interprétation clinique de l'EPS, on est dans cette case-là, donc on est en présence d'une artériopathie oblitérante du membre inférieur peu compensée. Alors, donc, qu'est-ce que vous allez faire chez ce patient pour documenter l'atteinte artérielle du membre inférieur? Donc, cliniquement, on sait qu'il s'agit bel et bien d'une artériopathie oblitérante du membre inférieur, symptomatique. On a fait l'EPS, on a trouvé un EPS à droite à 0,64, donc on est en présence d'une AOMI peu compensée. Là maintenant, quel examen complémentaire vous allez demander pour documenter l'atteinte artérielle du membre inférieur? La réponse, donc on fera un écho-Doppler. L'écho-Doppler, donc l'écho-Doppler permet le diagnostic positif, il permet aussi un diagnostic topographique et le retentissement. Et vous voyez donc cette image-là, donc cette sténose qui n'est pas complètement obstructive de cette artère du membre inférieur. Alors, il faut savoir aussi une chose, que parfois on a tendance à faire des tests à l'effort chez ces patients-là avec artériopathie oblitérante du membre inférieur. On a vu tout à l'heure l'EPS, donc on le fait au repos. Parfois, on peut le faire donc à l'effort chez certains patients. Certains patients, on a des doutes, donc l'EPS est dans une zone grise, on n'arrive pas à trancher, donc on pourra faire l'EPS donc en faisant un genre d'épreuve d'effort, donc c'est une type d'épreuve d'effort standardisée. Donc on fera qu'un seul palier avec une vitesse 3,2 km par heure et une pente de 12%. Et on va mesurer la pression systolique au niveau de la cheville, soit au moment d'effort ou bien après. S'il y a une chute, on valeur absolue de la pression systolique de la cheville de moins de 30 mm de mercure, donc on peut conclure qu'il s'agit d'une AOMI donc, symptomatique et qui n'est pas très bien compensée. Ou bien, s'il y a une chute de l'index de pression systolique de plus de 20%, dans ce cas-là, on peut donc retenir le diagnostic d'AOMI hémodynamique ou bien avec retentissement hémodynamique. Alors, par la suite, quel examen complémentaire vous allez faire pour documenter la maladie artériosclérose? Vous savez que l'artériosclérose, c'est une maladie diffuse. Donc, si on a une artériopathie oblitérante du membre inférieur, obligatoirement, vous devriez rechercher les autres territoires, vous devriez rechercher donc une autre atteinte dans d'autres territoires, puisque c'est une maladie diffuse, l'artériosclérose. Alors, la preuve, ce patient, il a un longueur d'effort et en même temps, il a une artériopathie oblitérante du membre inférieur. Donc, on devrait faire d'une manière systématique un écho-Doppler des carotides et de l'aorte et des artères rénales. Et pour les coronaires, donc, on doit faire un ECG ou une écho de stress ou un coroscanner. Donc voilà le bilan d'extension, si vous voulez, de l'artériosclérose qu'on doit faire chez tout patient avec un longueur d'effort, une angine poitrine ou bien avec une artériopathie oblitérante du membre inférieur. Donc à chaque fois qu'on est devant une localisation de l'artériosclérose dans un territoire, on doit chercher donc ailleurs une autre localisation.